Notre invité ce matin, il est 8h34, David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. David Lisnard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Après cette interview, après 9h, vous savez que vous pourrez réagir 0826 300 300. David Lisnard, appel de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat, à une marche à Paris dimanche contre l'antisémitisme. Vous vous joignez à cet appel ? Je trouve que c'est bienvenu. Alors moi, je suis pas a priori un fanatique des marches et des choses comme cela, mais malheureusement, et d'ailleurs je l'avais exprimé à plusieurs reprises, il est stupéfiant d'entendre le silence, si vous me permettez cette expression, étourdissant face à plus de 1000 actes antisémites depuis le 7 octobre, c'est-à-dire c'est 2 fois plus que toute l'année précédente. Et j'avais dit récemment, chez certains de vos confrères, qu'on avait l'impression que 80 ans d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire de tout ce qui fait qu'on juge quelqu'un, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, était balayé. Et cet appel des 2 présidents de chambre, parce qu'il y a quelque chose de fort, qui transcende les clivages partisans, je pense que c'est pertinent, et de temps en temps, il y a besoin de mettre quand même des limites morales à une société démocratique et républicaine, et il renvoie aussi aux déclarations délirantes d'une partie de la France insoumise. Il y a eu un antisémitisme décomplexé dans le champ politique. Enfin, moi, j'avais jamais vécu ça, et j'ai quand même de l'expérience maintenant. En tout cas, il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Et il renvoie aussi peut-être à un relatif silence aussi de l'exécutif. Nous avons eu 40 de nos compatriotes qui ont été tués par le Hamas. C'est dans les attentats récents, le 3e attentat le plus meurtrier après Paris en novembre, le 13 novembre, le Bataclan et Nice. Toujours pas d'hommage national. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a encore des otages français qui sont retenus, ou parce que ces victimes françaises sont juives ? Je vous pose franchement la question. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que le travail diplomatique, secret, qui doit être mené pour essayer d'obtenir la libération des otages, ne serait pas perturbé par un hommage aux victimes du terrorisme. Enfin, il faut arrêter l'hypocrisie. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est parce qu'ils sont juifs ? Je l'ignore. Mais en tout cas... Vous pensez que ça freine ? Ça peut freiner ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux avoir une opinion personnelle, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est pas rigoureux. Donc... je l'ignore. En tout cas, il y a l'antisémitisme qui, lui, n'est pas freiné. Et qu'il faut combattre. Parce que les mêmes qui se couchent devant l'antisémitisme aujourd'hui seront les mêmes qui se coucheront devant d'autres formes de racisme, seront les mêmes qui seront soumis au plus fort. Et moi, j'ai envie que mes enfants, parce que c'est bien ce qui me motive, vivent dans une France qui soit libre et où on puisse se balader la tête haute, quelle que soit sa religion ou ses origines. Marche entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg, dimanche. Un symbole. Tous les partis sont bienvenus. Tous les partis doivent venir, doivent y participer. Je pense évidemment à Reconquête, au RN, mais je pense aussi à la gauche, je pense à la France Insoumise aussi. Moi, c'est au président du Sénat, à la présidente de l'Assemblée de dire comment ils formatent leur manifestation, mais d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est tous les Français qui sont les bienvenus. Tous les Français. Il ne faut pas faire une exclusive partisane. Je vous dis ça parce que j'ai vu la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Un rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Mais c'est le commentaire de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon en pense que l'on veut. Moi, comme vous, je l'ai connu républicain. Et il y a une dérive qu'il faut analyser. C'est un propos inacceptable. Cela s'inscrit malheureusement dans tant d'autres propos d'un parti qui ne sait pas dire que le Hamas est une organisation terroriste, ce qui est une évidence. C'est une organisation même néo-nazie, à tendance génocidaire. Bon, donc et qui dit même que le Hamas est une organisation de résistance. Mais c'est abject, c'est odieux, voilà, on le sait. Et derrière cela, il y a bien sûr du clientélisme et du cynisme pour plaire à ce qu'il pense être une partie de l'électorat. D'ailleurs, c'est bien faire insulte à beaucoup de nos compatriotes immigrés de penser qu'ils seraient par nature antisémites. Bon. Et deuxièmement, au-delà de ce cynisme, moi je crois qu'il y a une convergence idéologique d'une extrême gauche qui a toujours eu de l'antisémitisme en elle. Les régimes communistes étaient souvent antisémites. Mais Jean-Luc Mélenchon serait, je ne vais pas dire serait antisémite, mais aurait des tendances à aller vers un antisémitisme, je ne sais pas moi, qui serait de circonstance ou électoraliste ou... L'antisémitisme est un délit qui doit être condamné comme tel, et c'est aux tribunaux de dire si tel propos ou pas, et c'est pas à nous de rendre sentence. Oui. En revanche, politiquement,
il a une expression qui aujourd'hui le met du côté de ceux qui ont de l'antisémitisme. Et ça, c'est pas possible. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, toutes les circonvolutions qu'on a pu entendre hier pour ne pas participer à la manifestation étaient d'une hypocrisie absolue. Et à un moment donné, eh bien, au-delà de nos clivages partisans, au-delà de nos convictions politiques, de nos origines, de nos modes de vie, nous devons dire que la France est belle d'un peuple qui refuse le racisme et l'antisémitisme. David Lisnard, si le Hamas libère les 241 otages, ce sont les chiffres retenus, est-ce que l'armée israélienne doit cesser son offensive à Gaza ? C'est bien prétentieux. C'est bien prétentieux de t'apporter une réponse. De répondre cela. Mais, ce qui est certain, c'est que il y a pour Israël une urgence sécuritaire, ça a été vu le 7 octobre, et une menace existentielle. Et donc Israël, y compris par son armée, doit se protéger face à cette urgence sécuritaire et face à cette menace existentielle. Mais donc réduire à néant l'arsenal militaire du Hamas. On ne combat pas une idéologie par l'armée, mais en revanche, neutraliser, comme l'on dit en euphémisme, les dirigeants du Hamas, qui a montré qu'il était un mouvement néo-nazi. Bon. Donc ça, c'est clair et net. Ensuite, il faudra passer à une phase où la diplomatie doit revenir dans le jeu. Et il faut quand même observer tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Que ce conflit est instrumentalisé par ceux qui voudraient nous amener à un conflit de civilisation. Qu'il y a, alors le concept est parfois un peu fragile, ce concept de Grand Sud, qui fait avec un axe Russie, Iran, Turquie, membres de l'OTAN, Chine, et certains pays arabes qui a une facilité de détestation de l'Occident. Donc l'Occident doit toujours s'interroger aussi sur les nouveaux rapports de force. On doit passer à une autre phase des relations internationales. Mais il n'empêche que nous devons réaffirmer la nécessité de protéger nos démocraties. C'est un enjeu vital. Le négationnisme, selon vous, gagne-t-il du terrain en France ? Oui. En ce moment, je le pense. Alors, il faudrait objectiver cette affirmation. Mais il y a, vous savez, il y a une cinquantaine d'années, quand il y avait les mouvements maoïstes, staliniens, etc., on parlait de convergence des luttes. Aujourd'hui, ça s'appelle l'intersectionnalité. Et il y a une alliance de fait entre des négationnistes qu'on retrouve dans l'islamisme, qui est une internationale, l'internationale islamiste, et des mouvements occidentaux que l'on appelle, qui sont des extrémismes, que l'on peut appeler racialistes ou wokistes, ou la cancel culture. Ce sont des formes de négationnisme. Des formes de négationnisme rejoints par... Je pense à Rivarol, ce journal d'extrême droite. Il y a une tradition négationniste, alors là, au sens premier du terme, c'est-à-dire négation de la Shoah, etc., d'extrême droite, qui, dans l'expression politique aujourd'hui, est devenue quasiment inexistante, ou très marginale en tout cas, et qui, comme les extrêmes se rejoignent tout le temps, aujourd'hui, mais fait l'apologie de Jean-Luc Mélenchon. Voir Jean-Luc Mélenchon mis en valeur à la une de Rivarol, c'est finalement le crime qui est signé. Est-ce que l'antisionisme doit être en France autant condamné que l'antisémitisme ? Je vous dis ça parce que certains demandent à ce que ça devienne un délit. Injurier l'État d'Israël, encourager la haine et la violence à l'égard de l'État d'Israël, pourrait-il devenir, selon vous, un délit puni par la loi ? Non, moi, alors je ne le crois pas. Beaucoup de la droite le disent, je le sais, mais je ne le crois pas, tout en étant extrêmement conscient et lucide sur le fait que l'antisionisme est, dans 95% des cas, une expression policée de l'antisémitisme, ou la première marche vers l'antisémitisme. Mais en revanche, contester intellectuellement un mouvement politique, enfin au sens large du terme, c'est comme le terme d'islamophobie. Je suis contre le racisme, mais avoir peur de l'islam, c'est pas irrationnel. Ça fait partie de la discussion, mais c'est tellement sulfureux tout. C'est parce que tout est... voilà, c'est très compliqué dans une matinale de revenir là-dessus. Mais moi, je suis attaché aux libertés, à la liberté d'expression, donc à la responsabilité de l'expression. Dans la réalité, l'anti-sionisme est souvent un antisémitisme, mais intellectuellement, et il ne l'est pas mécaniquement. Donc il ne faut pas tout banaliser et tout amalgamer.
Alors, le sud de Marseille, la ville de Marseille, est-ce que vous avez vu que des élus des LFI demandent de hisser le drapeau palestinien au fronton de la mairie de Marseille? Non, j'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça, je vous le dis. C'est Jean-Luc. C'est pas Jean, c'est Emmanuel Bompard qui proposait cela. Si vous voulez, oui. Pareil. L'aspiration à un État palestinien libre et souverain, elle est tout à fait légitime. Et je fais partie de l'immense majorité des personnes qui pensent qu'à terme, il faudra bien une solution à 2 États, à condition, et donc ce qui passera par une initiative diplomatique, mais avec un préalable, c'est la reconnaissance du droit à Israël d'exister. Vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui veulent éliminer Israël. Mais aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore libéré nos otages, alors qu'on découvre tous les jours les exactions du Hamas, affirmer le soutien à la Palestine, c'est affirmer en ce moment un soutien de fait au Hamas. Et c'est très malsain, c'est très hypocrite là aussi, c'est très condamnable. Hier matin, je recevais Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, je lui posais la question, et vous êtes directement concerné, vous êtes maire d'une commune, vous-même, à Cannes, vous ne connaissez pas les fichiers S qui vivent dans votre commune, ou les fichiers FSPRT. Vous ne les connaissez pas. Ouais, vous le regrettez, Gérald Darmanin, j'ai posé la question à Gérald Darmanin, il m'a répondu, il m'a dit, mais les maires n'ont pas à connaître les fichiers S. Pour bien faire du renseignement, il ne faut pas diffuser les informations partout. Que lui dites-vous? Non, il y a une part de vrai dans sa réponse, parce que on connaît quelques fichiers S par le hasard de la vie, mais si nous sommes spectateurs de l'impuissance publique, je vois pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que si on vous dit, voilà, tel est fichier S, notamment pour radicalisation islamiste, est potentiellement dangereux, mais vous ne pouvez pas invoquer cette condition pour refuser un logement social, pour refuser une subvention, pour refuser une présidence d'association, c'est le cas aujourd'hui. Donc, d'un côté, il a raison. C'est un fichier de renseignement, il dit. C'est un fichier de renseignement, attention. C'est pas un fichier. Et après, ça révèle aussi 2 choses. D'abord, un manque de confiance à l'égard des maires, qui est une des caractéristiques des exécutifs qui se succèdent depuis malheureusement de nombreuses années. Et deuxièmement, le fait que c'est aussi un faux raisonnement. C'est-à-dire que la question, c'est celle de l'impuissance face à ces fichiers S. Et que si nous avions une capacité, sans mettre en péril des activités d'enquête, de ne pas mettre en danger nos habitants, c'est-à-dire de pouvoir habilement, mais refuser que ces personnes dangereuses soient intégrées dans des associations, ce serait bien évidemment positif. On ne peut pas en même temps vouloir lutter contre l'entrisme islamiste et en même temps nous empêcher d'avoir les moyens de lutter contre l'entrisme islamiste. Projet de loi immigration, la majorité du Sénat s'est mise d'accord dans la nuit, les centristes et les LR, sur la suppression du fameux article 3 sur les métiers en tension. Alors, cet article sera réécrit, remplacé par peut-être une circulaire qui permettrait effectivement à celui qui travaille sans papier d'aller demander une régularisation devant le préfet. C'était indispensable. Vous partagez? Moi, je pense que le Sénat fait du bon travail et remet les choses un peu dans l'ordre. Et parce qu'on peut pas là aussi l'en-même-tantisme, si vous me permettez, marche pas plus en matière d'immigration que dans les autres domaines. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est poser une vision stratégique de l'immigration. C'est-à-dire que c'est une question vraiment stratégique pour arrêter l'immigration de masse. Et il faut que les messages soient clairs, et ça ne concerne pas que le législatif. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est une politique un peu plus créative, qui non seulement s'appuie sur une évolution du droit, y compris pour sortir de l'étau des jurisprudences européennes, mais aussi sur une réorganisation des pouvoirs publics du ministère. Il faut des personnes qui veuillent vraiment lutter contre cela. Pour répondre à votre question, dans la législation actuelle et la réglementation actuelle, les préfets ont déjà un pouvoir d'admission exceptionnelle. De mémoire, il faudrait vérifier, mais je crois que par an, c'est 30 000 personnes irrégulières qui sont admises de façon exceptionnelle, dont 10 000 pour des raisons économiques. C'est l'employeur qui fait la demande. C'est pas le travailleur qui fait la demande. Or, l'évolution serait... Petit changement, le travailleur pourrait faire lui-même la demande à condition de fournir évidemment des fiches de paie, de montrer qu'il n'a pas été condamné, etc., etc. Il faut adresser des messages clairs aujourd'hui. Voilà.
Et notre problème aujourd'hui, c'est qu'il faut diviser au moins par 5, voire par 10 l'immigration légale. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des employeurs qui en profitent. Mais ça, il faut condamner les employeurs qui en profitent, c'est tout. Même s'il y a une réalité économique derrière, j'en parle souvent avec des restaurateurs, avec des professionnels. Mais je rappelle quand même qu'on a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes au RSA, qui coûtent 15 milliards d'euros par an à la communauté nationale, qu'on a un taux d'emploi des 15 heures d'activité par semaine maintenant, le RSA. Oui, on verra dans les actes, mais en tout cas, c'est 15 milliards de coûts. Qu'on a un taux d'emploi de la population en âge de travailler qui est de 9 points de moins que l'Allemagne. Donc, qu'on arrête aussi de nous faire croire que la régularisation de personnes, dont beaucoup sont des gens très bien, mais qui sont rentrés en clandestinité, il ne faut pas donner une prime à la clandestinité. Parce qu'autrement, le message est trop ambigu. Mais oui, mais vous entendez comme moi, des chefs d'entreprise dire mais je n'arrive pas à recruter. Mais hier encore sur l'antenne, dans le domaine agricole, par exemple. Dans le domaine agricole. Alors certains disent c'est parce que les salaires ne sont pas assez élevés, il faut augmenter les salaires. C'est facile à dire. Le laxisme migratoire et la prime à la régularité se fait toujours au détriment des plus pauvres. De deux façons. D'abord, par les phénomènes d'insécurité qui sont liés, c'est aujourd'hui avéré, à une immigration de masse non contrôlée, et deuxièmement, parce que ça tire... Vous savez, Marx disait, je vous citais Marx, vous voyez, disait que le chômage était l'armée de réserve du patronat. Mais aujourd'hui, c'est cette immigration clandestine. Ça tire les salaires vers le bas. Donc ça se fait au détriment aussi de beaucoup de travailleurs pauvres. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut l'immigration zéro, c'est un leurre, et ce n'est pas souhaitable. Mais en revanche, que cette immigration, y compris dans les filières agricoles et viticoles, par exemple, doit faire l'objet de dispositions légales par des quotas. C'est ce que nous proposons dans la droite classique depuis des années. C'est ce que nous proposions à l'époque avec François Fillon, et ce qui nécessite des évolutions. C'est ce qui va être inscrit, si j'ai bien compris, dans le texte, dans le projet de loi immigration. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais tout de même, faciliter les expulsions, transformer l'AME en aide médicale d'urgence, fixer des quotas annuels d'immigration pour le travail, resserrer les conditions de regroupement familial. Est-ce utile et indispensable à vos yeux? Si ce texte-là est proposé au vote à l'Assemblée nationale, est-ce que LR peut voter contre? Alors, c'est le texte du Sénat. Oui, c'est le texte du Sénat. Je ne suis pas parlementaire. Je pense que ce texte-là ne sera pas celui de l'Assemblée. Si c'était celui de l'Assemblée, pourquoi pas le voter, mais j'ai pas à me substituer au président du groupe des députés, etc. En revanche, ce que je vous dis, c'est que si véritablement nous voulions mettre un terme à l'immigration massive, ce qui est attendu par une immense majorité de nos compatriotes, y compris issus de l'immigration, qui soutiennent la fin de l'immigration massive, eh bien, il ne s'agit pas simplement d'un texte législatif tel qu'il est proposé, y compris avec les avancées du Sénat, dont certaines risquent d'être retoquées au Conseil constitutionnel, mais d'avoir cette évolution constitutionnelle que propose d'ailleurs en l'occurrence LR, mais d'avoir aussi une réorganisation des services de l'État. Aujourd'hui, il y a une dispersion des services de l'État qui traitent de toutes les formes d'immigration. Les juridictions administratives, 50% des procédures d'appel de toutes nos juridictions administratives sont obstruées par les appels sur les séjours, donc par des étrangers qui contestent les interdictions de séjourner. Nos services publics sont aujourd'hui pâtissent très très fortement de cette immigration de masse. Donc, c'est pas une simple loi qui réglera le problème. Et le danger, c'est comme toujours d'alimenter l'impuissance publique et la crise de la démocratie avec des grandes annonces martiales qui en réalité ne régleront pas le problème. Donc, il faut une politique qui non seulement sera législative, mais aussi exécutive. Il faut exécuter les choses. Alors, quelques mots. Le budget, volet dépenses 49.3. Vous n'êtes pas surpris, évidemment. Est-ce que nous sommes face à un État profond, à Bercy, un État profond qui finalement nous gère, conduit notre destinée? Moi, je le découvre et je le crois. Ouais. Je le vois. J'en parle souvent avec des ministres d'ailleurs, qui font les mêmes constats et lorsqu'ils ne le sont plus, qu'ils le disent, ou des anciens fonctionnaires. Vous avez vu un ancien secrétaire général de l'Élysée qui, une fois qu'il est à la retraite, nous parle de cet État profond, nous parle de ces léviathans bureaucratiques, nous parle de ce technoconformisme qui est souvent très paternaliste, très populiste d'ailleurs. C'est tout le paradoxe. Et le nombre de projets, d'intentions qui se fracassent sur un... Oui, moi je le pense. Est-ce qu'il faut revenir sur le cumul des mandats? Parce que... Non.
Je sais pas. Non, mais on peut en parler pendant des heures. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la loi est de plus en plus hors sol. Oui. Et que beaucoup disent que c'était mieux avant, pour le coup. Mais c'est un débat qui serait très long. 2027, vous préparez ? Je me prépare comme petit citoyen engagé à faire en sorte qu'il y ait une alternative. Certains disent que c'est Emmanuel Macron, c'est l'Emmanuel Macron de droite. Je ne sais pas s'il faut le voir comme un compliment. Non, mais David Lisnard. Et un homme libre, Emmanuel Macron n'avait pas de parti derrière lui lorsqu'il s'est lancé. Je suis membre de l'air, j'ai un parti qui s'appelle Nouvelle Énergie. Oui, c'est vrai. Qui s'est installé au 69 rue des Entrepreneurs à Paris et qui est présent dans toute la France. Voilà, oui, j'ai fait la pub. Oui, d'accord. Mais non, c'est plus sérieux que ça. J'ai des principes, et c'est en ça que je ne me retrouve pas dans Emmanuel Macron, qui sont très constants. Vous regardez ce que j'écrivais, j'ai toujours aimé la politique. Moi, je viens pas de cet univers, mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours. Mais vous avez de l'ambition, vous avez de l'ambition politique. Pour le pays, je pense que notre pays. Oui, puis aujourd'hui. Et pour vous. Mais l'ambition, le récit narcissique, il ne conduit qu'à l'échec. Donc, l'enjeu aujourd'hui, à 3 ans et demi d'une présidentielle et de législative, c'est d'abord de construire un corpus, d'apporter une stabilité dans les principes qui sont les nôtres, de dire que, parce que les programmes détaillés se fracassent toujours sur les circonstances. Mais en revanche, les principes, eux, ils font la constance et c'est ce qui rétablira la confiance. Nous sommes dans une crise démocratique, mais majeure, une crise civique, qui est une crise de l'impuissance publique et qui est une crise de la représentation. Et donc, face à cela, si nous ne voulons pas laisser continuer, prospérer cette espèce de technoconformisme qui nous dirige depuis 40 ans, avec une spirale infernale, la montée de la dette, on est à 110% du PIB, on a un déficit de l'État qui représente presque 40% des recettes de l'État. Il n'y a pas une organisation humaine qui peut survivre à de tels ratios, qui se fait au détriment du service public, au détriment de la vie réelle, d'un service public qui coûte plus cher qu'avant, mais qui est moins présent sur le terrain à cause du conformisme technocratique et bureaucratique. Donc, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Comment retrouver de la performance publique ? C'est le nœud gordien qu'il faut trancher. Comment recréer de la confiance dans la fonction publique ? Comment avoir moins de fonctionnaires, mais mieux payés ? Bref, tout un programme. Moi, c'est ce qui me passionne. Et une approche individuelle n'a de sens que si elle est au service que si on est utile, quoi. C'est que si on sert à quelque chose. Vous avez envie d'être utile. Vous avez envie d'être utile. Mais j'espère que chacun a envie d'être utile. Mais oui, non, mais David Lisnard. Vivre, c'est servir, et servir, c'est vivre. La vie, c'est de l'engagement. Vous avez évidemment envisagé d'être candidat à la présidence de la République. Vous déciderez la dernière année ou vous avez envisagé. Vous l'avez envisagé, franchement. Cette question-là ne s'envisage que si on est en capacité de. Vous vous sentez en capacité. Donc c'est en capacité. Vous vous sentez en capacité. De compétences. Oui. C'est en capacité politique et logistique. Oui. Eh bien, aujourd'hui, j'essaie de créer cette capacité-là. Voilà. Vous vous sentez mais toute autre sur le chemin de la capacité d'être candidat. Soit complètement azimuté, soit hypocrite. Voilà, je vous réponds franchement. Bon, 2 choses, très vite. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur présentent leur candidature commune à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030, olympiques et paralympiques. Vous les soutenez, j'imagine. Oui, je parle à fond, mais tant mieux, oui, c'est bien. Oui, tant mieux. Et puis le prix Goncourt. Ah oui, Jean-Baptiste Andrea. Oui. Un canois ? Oui, c'est une joie, parce que c'est un canois. Alors, j'y suis pour rien, c'est lui qui écrit ses livres. Mais en tout cas, on le connecte aussi à une ville qui a fait de la culture son premier budget, parce que la culture, c'est ce qui nous permet de transcender justement de recréer une unité de la nation. Aujourd'hui, il faut recréer une unité de la nation, par la justice, par l'efficacité des services publics, par la prospérité, ce qu'on évoquait tout à l'heure rapidement, mais par la culture française. Et en plus, c'est une belle littérature, c'est une belle langue. Veillez sur elle. Et Jean-Baptiste, Veillez sur elle, vaste programme. Veillez sur elle, vaste programme. Et il avait écrit un très joli livre qui s'appelait Marraine. Oui. C'est une très jolie langue et on est très fiers d'avoir un canois qui a l'un des plus prestigieux prix littéraires du monde. Merci David Lisnard d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud.